On a tous cette impression étrange d'avoir la tête pleine et le cœur vide, comme si le trop-plein d'informations avait lavé la texture même de nos pensées. On sait tout, on voit tout, on capte tout, mais on ne comprend plus rien. C'est ça le slow chaos, ce bruit de fond qu'on appelle modernité, cette impression d'être dans un rush permanent sans jamais bouger d'un millimètre. On est là, à sprinter sur un tapis roulant éteint, persuadé de conquérir le monde alors qu'on ne conquiert que notre propre canal carpien. Nos esprits, des foires à tout cognitif, où ton attention se brade contre 3 likes et une dopamine option tomate du jardin. C'est ça la modernité. Être en rush permanent pour finir par regarder une vidéo d'un rat qui mange une pizza à 2 heures du matin. Et si la vraie fatigue elle n'était pas physique, mais cognitive? Pas celle du corps qui rame, mais de l'esprit qu'on surcharge comme une boîte mail qu'on n'ose plus ouvrir. On n'est pas épuisé par le monde, on est épuisé par le fait d'y être connecté en permanence. En plus, on a des raccourcis pour penser vite et plus la lenteur devient une forme de luxe, presque subversive. Alors oui, cet épisode va parler de tout ça, de la génération qui se gave de dopamine numérique tout en rêvant de silence, de la culture qui recycle nos nerfs comme une matière première, et de ce curieux moment où même le repos est devenu un produit dérivé. On va décortiquer le bruit, le stress, les écrans, la vitesse, mais surtout la façon dont tout ça s'infiltre dans nos cerveaux, dans nos relations, dans nos rêves. Et quelque part, au milieu du vacarme, on tentera de comprendre s'il existe encore un endroit où penser lentement n'est pas une faiblesse, un endroit où la lenteur n'est pas synonyme de retard, un endroit où respirer n'est plus un acte de rébellion. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Il y a quelques années, on se vantait encore d'être multitâche. Aujourd'hui, on ne sait plus s'il faut être fier ou s'excuser. L'époque a fait de l'attention un terrain de guerre silencieux, et nos cerveaux ressemblent à des navigateurs web. 17 onglets ouverts, un qui joue de la musique, qu'on ne retrouve pas, un message de mise à jour qu'on repousse depuis des mois. On ne manque pas de concentration, on la sous-traite à des applications censées nous la rendre. Résultat, nous sommes devenus des gestionnaires d'attention déficiaires, des chefs d'orchestre d'un chaos mental qu'on appelle quotidien. Les chiffres sont cruels. Une étude de Microsoft en 2023 l'a confirmé. La durée d'attention moyenne d'un adulte digitalisé est tombée à 8 secondes. 8, c'est-à-dire moins que celle d'un poisson rouge. Créature qu'on observe distraitement avant d'aller scroller ailleurs. 8 secondes, c'est le temps qu'il faut pour oublier pourquoi tu as ouvert cet onglet. On n'est même plus des poissons rouges, on est des protozoaires numériques, avec des pouces opposables. On se goinfre de podcasts Productivité 2.0 à double vitesse, mais dès qu'une notification LinkedIn pop pour nous dire que Jean-Michel a changé de poste, notre focus s'évapore comme une promesse de campagne électorale. Mais contrairement aux poissons, nous, on a la prétention d'apprendre. Alors on ouvre des onglets d'articles, des podcasts éducatifs, des vidéos TED, qu'on interrompt au bout de 45 secondes pour répondre à une notification. L'information est partout, mais notre cerveau, lui, ne sait plus où habiter. Le docteur Gloria Mark, professeur à l'Université de Californie à Irvine, a consacré plus de 20 ans à étudier la fragmentation attentionnelle. Ses travaux sont clairs. Après chaque interruption, notification, message, sonnerie, vibration fantôme, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration pleine. 23 minutes. À ce rythme-là, notre esprit n'a même pas le temps de se remettre d'un ping que le suivant arrive. C'est une économie de morcellement. On ne pense plus, on rebondit. Les entreprises appellent ça agilité, les psychiatres appellent ça stress chronique. Mais la vraie ironie, c'est que nous avons inventé toute une industrie pour soigner la distraction que nous avons nous-mêmes cultivée. Les focus apps, les playlists Lofi, les casques anti-bruit, les notifications ne pas déranger, les Pomodoro, Notion, Trello, Obsidian, tous ces temples du productivisme zen nous vendent la promesse d'un cerveau rangé. En réalité, ils déplacent simplement le désordre. On ne se concentre plus, on administre sa concentration. On n'est pas distrait, on est en buffering permanent. Et chaque application qui prétend nous aider devient un agent supplémentaire de dispersion.
La biologie n'a jamais signé pour ça. Notre système attentionnel repose sur un équilibre fragile entre vigilance, curiosité et récompense. Il n'est pas conçu pour absorber un flux constant d'alertes. Les neuroscientifiques parlent de dopamine loop. À chaque notification, notre cerveau libère de microdoses de dopamine, ce petit shot chimique qui dit regarde, quelque chose t'attend. L'effet est immédiat. Une montée d'anticipation suivie d'une micro-déception, puis la recherche d'un nouveau signal. L'attention devient une drogue à diffusion continue. Ce n'est pas la faute des réseaux, c'est celle de nos récepteurs qui confondent stimulation et importance. Le plus pervers, c'est la fausse impression d'efficacité. On saute d'un mail à un document, d'un onglet de recherche à une discussion Slack, persuadé d'être productif parce que tout bouge. C'est le syndrome de l'activité apparente. Plus on clique, plus on se croit compétent. Le cerveau adore ça. Il aime les transitions rapides, l'illusion du contrôle. Il confond le mouvement avec le sens. On ne crée plus, on synchronise. La pensée profonde, celle qui exige de la continuité, se dissout dans des interruptions micro-plaisantes. Dans le livre Stolen Focus de Johan Hari, l'auteur cite plusieurs chercheurs montrant que le multitasking n'existe pas vraiment. Le cerveau ne fait que deux choses à la fois. Il commute entre deux tâches à très haute vitesse. Chaque commutation consomme de l'énergie et laisse des fragments de distraction résiduelle. Ce que la psychologue Sophie Leroy a baptisé attention résidu. Ce résidu s'accumule comme de la poussière cognitive. On croit être revenu à la tâche principale, mais une partie de notre esprit reste coincée dans la précédente. À l'échelle d'une journée, on finit fragmenté, incohérent et mentalement émietté. Pourtant, l'économie numérique continue de vendre le mythe du cerveau augmenté. Des startups promettent des casques de stimulation transcrânienne pour booster la concentration. D'autres jurent qu'une routine de méditation guidée par IA va réaligner vos fréquences cérébrales. Tout cela part d'une erreur d'analyse. Notre attention n'est pas un muscle qu'on entraîne, c'est un écosystème qu'on doit protéger. La suroptimisation cognitive est la nouvelle forme de sabotage. On a voulu améliorer notre focus, on l'a transformé en projet managérial. La contradiction est totale. On cherche la paix intérieure via des outils qui génèrent de la dépendance. On écoute des playlists Deep Focus générées par Spotify, plateforme dont le modèle repose sur la captation maximale du temps d'écoute. On fait du digital detox sur Instagram en partageant des stories de nos carnets de gratitude. Même nos moments de recentrage sont monétisés. C'est le piège parfait. On externalise notre attention, puis on paie pour la récupérer. Dans un monde où tout est conçu pour fracturer notre concentration, la vraie radicalité serait de ne rien faire, littéralement. Rien. Pas un feed, pas un son, pas une lumière bleue. Juste s'asseoir dans le silence inconfortable du cerveau qui s'ennuie. C'est là que naît la pensée, la vraie, pas celle qu'on retweet, mais ce silence qu'on ne sait plus supporter. Le moindre vide devient suspect. L'ennui, autrefois berceau de la créativité, est maintenant perçu comme une erreur système. Le philosophe Byung-Chul Han parle d'une société de la fatigue, où l'individu s'auto-exploite sous couvert de liberté. Il ne subit plus un patron, il s'en est internalisé un. L'économie de l'attention n'a pas besoin de tyran, elle s'auto-alimente à travers nos réflexes. Et tant qu'on croit maîtriser nos outils, on reste docile. La vitesse est devenue notre morphine collective. Ce n'est donc pas la technologie le problème, c'est notre incapacité à la domestiquer. On ne sait plus poser de frontières mentales, couper les circuits, accepter que le monde tourne sans nous. Notre chaos n'est pas un manque d'attention, c'est une externalisation de l'attention. On l'a confiée à des machines pour qu'elles la gèrent à notre place, persuadées qu'elles la préserveraient. Elles l'ont optimisée, rentabilisée, découpée en tranches, et pendant qu'on cherche des moyens de gagner du temps, le temps, lui, s'effrite sous nos doigts. Le tempo de l'attention est brisé, pas parce que on serait devenu plus stupide, mais parce qu'on a oublié la valeur de la lenteur. Chaque seconde doit désormais prouver sa rentabilité. Chaque silence doit être comblé. On ne vit plus dans le présent, on l'actualise. Et ce qu'on appelle distraction n'est peut-être qu'une forme moderne d'obéissance, celle d'un esprit qui a appris à réagir plus qu'à réfléchir. Voilà le vrai chaos, un monde où la vitesse donne l'illusion de la maîtrise, où penser lentement devient un acte de résistance, et où la simple idée de s'arrêter paraît suspecte. Le reste n'est que bruit blanc élégant, un ronron digital qui se confond avec la vie. You pause before the answer, like you're choosing where to land. Your eyes finish the sentence, your mouth never plans. You say it's fine, I hear it, but that's not what stays. It's the way you look away, half a second too late. You talk around the edges
like you know I'll understand. Every word is carefully placed, just not where it stands. You smile like it's accidental, like you don't mean to be seen, but I catch what's underneath in the quiet in between. I hear you best when you don't say it, when your voice slows down and your hands give it away. I hear you best in the space you leave, in the way you don't say it, but somehow speak to me. You change the subject softly, like turning down the light, not to hide the feeling, just to keep it kind. You leave things unfinished on purpose, I know. Some truths feel safer when they're left alone. I'm not asking for confessions or a reason to stay. Some things lose their meaning when you force them to say. I hear you best when you don't say it, when the room listens too, and we both slow our pace. I hear you best when you let it be, in the way you don't say it. You're close enough to me. So don't explain it, you don't have to try. I'm already listening to the quiet in your Le silence, c'est le nouveau caviar. Aujourd'hui, tu paies un SMIC pour aller dans une yourte en Lozère, te faire confisquer ton iPhone par un type qui s'appelle Sébastien, mais qui veut qu'on l'appelle lumière d'automne. On monétise le vide, c'est l'ultime ironie. Le système te rend barjot avec du bruit, puis il te vend le calmant sous forme de retraite spirituelle, option détox digitale. On achète des bougies parfumées pleine conscience pour oublier que notre vie est une boîte mail en feu qu'on n'ose plus ouvrir. Et pendant que certains s'offrent le luxe de la déconnexion, le reste du monde continue à de scroller, persuadé qu'il a juste besoin d'une nouvelle appli de méditation. Le slow living s'est mué en industrie à part entière. Des influenceuses en robe de lin vendent de la lenteur comme une esthétique. Pain au levain, céramique brute, carnet Moleskine et vie en beige. L'ennui devient photogénique. L'oisivité se met en scène. Ce qui devrait être une réaction au chaos s'est transformé en contenu monétisable. C'est la revanche du calme. On ne vit plus, on le met en scène. Le sociologue Hartmut Rosa appelle ça l'accélération de la décélération. Même la lenteur doit désormais performer. Elle a son merchandising, son calendrier et sa stratégie. On ne cherche plus le silence pour se retrouver, mais pour recharger. Mot parfaitement industriel. Les retraites spirituelles sont devenues les nouveaux spas. Elles promettent une reconnexion à soi, entre deux séances de yoga et un smoothie adaptogène. Dans certains hôtels de luxe, on nous vend des séjours sans Wi-Fi, sans télé, sans horloge, comme une expérience sensorielle rare, ce qui, ironiquement, correspond à la vie normale de 1995. Mais la nostalgie rapporte, chaque minute d'absence devient une marchandise. Et si tout se vend, c'est que le silence est aussi devenu une ressource rare. Dans un monde saturé de sons, de flux, d'opinions, de stimuli, la tranquillité est devenue une forme de pouvoir. Yves Citon, dans Pour une écologie de l'attention, explique que notre capacité à diriger notre focus est désormais une richesse comparable
au capital financier. Celui qui sait filtrer, hiérarchiser, ralentir, possède un avantage concurrentiel. Ce n'est plus le savoir qui compte, mais la gestion du vacarme. À cette échelle, le silence n'est plus absence de son, c'est une architecture mentale. Il faut du privilège pour ne pas être bombardé d'alertes, d'injonctions, de contenus. Le luxe n'est plus dans la possession, mais dans la sélectivité. Le philosophe Byung-Chul Han l'a résumé dans La société de la fatigue. Nous vivons dans une ère où la performance est devenue une tyrannie intériorisée. Il n'y a plus d'ennemis extérieurs, juste nous contre nos propres limites. Le burn-out, ce n'est plus une panne, c'est une identité. On se définit par notre épuisement, on en parle comme une médaille. Le silence, dans cette logique, est une désertion. Et les déserteurs doivent payer pour sortir du champ de bataille. Alors on organise des parenthèses de respiration tarifées, des havres d'antiproductivité qu'on consomme comme un service. Le repos n'est plus gratuit, il est premium. Dans la pop culture, le thème est partout. Inside Out 2 a donné forme à la surcharge mentale, le cerveau comme une salle de contrôle saturée de signaux contradictoires. Severance a poussé la logique plus loin. Et si on séparait le soi qui travaille du soi qui vit? Deux mondes étanches, deux consciences qui ne se croisent jamais. C'est fascinant et terrifiant à la fois. La fiction ne fait plus que refléter le malaise, elle l'anticipe. Ces œuvres traduisent une anxiété collective, celle d'avoir dû tout le temps, tout le savoir, tout le choix, et plus aucune unité intérieure. Le marché l'a bien compris. Il s'adapte au malaise, comme une algue à la lumière. Les marques de luxe investissent dans le quiet luxury, version fashion du silence cognitif. Les couleurs se ternissent, les logos disparaissent, le minimalisme devient une posture sociale. Porter du beige, c'est crier qu'on n'a pas besoin de crier. Dans le monde des objets connectés, les entreprises développent des produits anti-tech. Téléphones sans application, montres sans notification, lampes connectées qui s'éteignent d'elles-mêmes. On vend la déconnexion comme on vendait autrefois la vitesse. C'est le grand retournement du capitalisme. S'enrichir sur le besoin de pause qu'il a lui-même créé. Les startups bien-être numérique surfent sur cette vague. Elles promettent des espaces d'attention, des bulles de concentration, des environnements sans distraction. Mais ces oasis sont sponsorisées, designées, optimisées. Même le silence doit rapporter. Les applications de méditation génèrent des milliards en abonnements. Les plateformes de relaxation sont des entreprises content streaming comme les autres. Elles produisent du calme comme Spotify produit du son. Le mental devient un marché, un nouveau champ de données à exploiter. On pourrait croire que tout ça relève de la caricature, mais les chiffres confirment cette marchandisation de la paix intérieure. Selon Global Wellness Institute, le secteur du bien-être pèse plus de 5 000 milliards de dollars. Le segment Mental Wellness a connu une croissance de 25% en 2 ans. Les entreprises ne vendent plus seulement des produits, elles vendent des états mentaux. On ne consomme plus une bougie, on achète un moment de recentrage. L'attention, littéralement, est devenue un produit de consommation différencié. Et pendant ce temps, le bruit continue, les algorithmes se perfectionnent, les notifications deviennent plus subtiles, les cycles médiatiques plus courts. On vit dans un brouillard attentionnel permanent. Les plateformes savent que le silence est leur pire ennemi. Si vous ne scrollez pas, vous n'existez pas dans leurs statistiques. Alors elles le comblent. Elles ont remplacé le vide par des suggestions infinies, ce qui rend le silence si désirable qu'il n'a plus de place dans l'économie. Le- Ce paradoxe est fascinant. On paie pour échapper à un bruit qu'on a nous-mêmes amplifié. La lenteur est devenue un privilège, l'attention est un capital, le silence est une marchandise. Et ce qu'on croyait être une reconquête de soi n'est souvent qu'un luxe de plus réservé à ceux qui peuvent se permettre de se déconnecter. Les autres doivent continuer à produire, consommer, réagir, liker. Dans cette hiérarchie invisible, la capacité à s'extraire du flux vaut plus que la richesse matérielle. On a longtemps cru que le 21e siècle serait celui de la vitesse. En réalité, il sera celui de la raréfaction du calme. Les entreprises, les médias, les créateurs se battent pour grappiller nos secondes d'attention. C'est la ressource la plus précieuse et la moins renouvelable, notre temps mental. Et comme toute ressource rare, elle finit par être colonisée, exploitée, marchandisée. Si tout devient produit, la culture, les émotions, le repos, alors la dernière frontière à conquérir, c'est l'esprit lui-même. Ce n'est plus seulement notre énergie physique qu'on épuise, mais notre espace intérieur. Le capitalisme cognitif ne vend pas des objets, il loue des parts de notre conscience. Et pendant qu'on achète des bougies pour ralentir, le monde perfectionne les machines qui mesurent nos temps d'arrêt. Le silence n'est plus un refuge, c'est un marché. Et dans cette énorme économie du vacarme, chaque respiration se paie. Le nouveau luxe, ce n'est pas d'avoir du temps, mais d'avoir le droit de ne rien faire. C'est un privilège invisible, une résistance douce. Ceux qui peuvent encore s'ennuyer sont des survivants d'un monde trop bruyant. Et à force de vendre la tranquillité, on finira par oublier ce qu'elle voulait dire.
arrêter de croire que notre fatigue est un accident. Ce n'est pas un effet secondaire du progrès, c'est son moteur principal. La lassitude est devenue un business model. Plus on s'épuise, plus on consomme, plus on se vide, plus on achète. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une équation économique parfaitement huilée. Notre société a trouvé le moyen de transformer la saturation mentale en rendement. C'est la première fois dans l'histoire que le vide intérieur rapporte. Chaque minute passée à scroller alimente une économie entière, ce qu'on appelle flux d'informations. Les entreprises l'appellent temps de cerveau disponible. Les plateformes n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons reposés, calmes ou lucides. Ce serait contre-productif. Un esprit apaisé clique moins, conteste plus et consomme autrement. Le flux est la machine, et nous en sommes à la fois le carburant et le produit dérivé. Dans Stanford Medicine, la psychiatre Anna Lemke, autrice de Dopamination, a décrit cette boucle comme une économie dopaminergique. Chaque stimulation, chaque scroll, chaque like libère un micro-shoot de plaisir qui entretient la dépendance. Le système n'a plus besoin de nous convaincre, il nous conditionne chimiquement. On pourrait croire que tout ça est une dérive morale, mais c'est beaucoup plus structurel. L'économie du clic repose sur la friction permanente. Rien ne doit être trop fluide, ni trop calme. Les contenus doivent s'enchaîner juste assez vite pour créer une tension, pas assez pour la résoudre. C'est la même logique que les casinos de Las Vegas. Donner l'impression du hasard tout en contrôlant le résultat. Nos feeds fonctionnent sur la même architecture. Les algorithmes nous connaissent mieux que nos amis, mieux que nous-mêmes. Ils savent ce qui nous énerve, ce qui nous excite, ce qui nous rassure. On croit choisir nos lectures, nos musiques, nos opinions, mais c'est le système qui orchestre notre attention comme un chef d'orchestre cynique. L'illusion du choix est le plus grand tour de magie du XXIe siècle. Nous passons nos journées à sélectionner, playlists, tenues, avis, destinations, partenaires, mais tout est déjà présélectionné pour nous, calibré pour maximiser la durée d'engagement. Les plateformes n'offrent pas la liberté, elles simulent la diversité. Et la personnalisation devient la nouvelle forme de contrôle. Plus l'algorithme s'adapte, moins on rencontre de hasard. L'imprévu disparaît au profit du confort algorithmique. C'est une domestication douce. On ne cherche plus les idées, on attend qu'elles nous tombent dessus soigneusement triées pour correspondre à nos humeurs. Le philosophe Shoshana Zuboff appelle cela le capitalisme de surveillance. Un système qui ne se contente plus d'exploiter notre travail, mais nos comportements, nos émotions, nos réactions microsecondes. Le chaos n'est pas un dysfonctionnement, c'est la matière première de ce modèle. Chaque scroll, chaque hésitation, chaque pause de 3 secondes sur une vidéo est enregistrée, analysée, valorisée. Le bruit n'est pas un accident, c'est la donnée. Et dans cette logique, plus tu es fatigué, plus tu es prévisible. Plus tu es prévisible, plus tu es rentable. Cette mécanique est d'autant plus perverse qu'elle se cache derrière le langage du bien-être et de la liberté. Fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est la promesse la plus docile du monde. On te dit que tu es libre pendant qu'on calcule la vitesse à laquelle tu te fatigues. Le système se nourrit de ton autodétermination. Il te fait croire que tu décides alors qu'il orchestre ton épuisement. Et ce chaos lent, progressif, n'a rien de spectaculaire. C'est une usure discrète, invisible, qui ressemble à la vie normale. La culture n'y échappe pas. La surproduction de contenu, musique, films, podcasts, actualités, posts, est devenue le bruit de fond de notre existence. Les plateformes doivent alimenter sans cesse la bête. Spotify publie l'équivalent de 120 000 nouvelles chansons par jour. YouTube reçoit plus de 500 heures de vidéos chaque minute. Dans ce déluge, la qualité devient un détail esthétique. Ce qui compte, c'est la fréquence. On ne crée plus pour exprimer, on crée pour alimenter. Et ce trop-plein produit l'effet inverse. Plus on fabrique de sens, plus on devient insignifiant. Même le repos n'y échappe pas. Rest is performance now. Le sommeil, la méditation, la détente, tout devient matière à contenu. Les influenceurs du wellness vendent des routines de calme comme d'autres vendent des sneakers. On filme son silence, on met un filtre sur sa fatigue, on commente sa pause. Le repos est devenu un storytelling. Se reposer sans le montrer est presque suspect. Le capitalisme a intégré le sommeil dans son pipeline. On vend des oreillers connectés, des applis pour mesurer la qualité de nos rêves, des montres qui transforment notre sommeil en statistiques partageables. L'intimité est devenue un tableau de bord. Et pendant que tout s'auto-alimente, on s'épuise à tenter d'exister dans le flux. Le chaos lent, c'est cette sensation de glisser dans un monde où tout s'accélère sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est une fatigue qu'on ne s'explique pas mais qui s'installe, pas celle des muscles, celle du sens. On ne manque pas de temps, on manque de direction. Le problème n'est plus de gérer notre emploi du temps mais de gérer ce que le monde fait de notre esprit. Il y a une cruauté tranquille dans cette époque. Elle nous demande de nous adapter à un rythme qui nous détruit, tout en nous faisant croire que c'est notre faute. Tu n'as qu'à mieux t'organiser.
faire du deep work, dormir plus, méditer. L'industrie du développement personnel prospère sur les débris du capitalisme cognitif. Elle ne remet pas le système en question, elle nous apprend à mieux y survivre. C'est un recyclage du désespoir. On te dit de respirer profondément, mais toujours dans l'idée de reprendre plus fort après. Même la pleine conscience sert à mieux produire. Ce que Byung-Chul Han appelait société de la fatigue n'était pas une métaphore, c'est une structure. Dans ce monde où tout est interconnecté, notre épuisement est le prix de l'efficacité globale. La machine a besoin de tension pour tourner. Et la beauté du piège, c'est que personne ne la force. Nous collaborons tous volontairement à notre propre surchauffe. On confond liberté et disponibilité, autonomie et auto-exploitation. Le chaos lent, c'est aussi cette diffusion du réel. Les nouvelles s'empilent sans contexte, les émotions circulent sans décantation. Les opinions se forment à la vitesse d'un fil Twitter. On vit dans un présent perpétuel, sans mémoire ni perspective. C'est une forme d'apesanteur intellectuelle. Et dans cet espace suspendu, la pensée lente devient un anachronisme. Réfléchir, désormais, c'est prendre du retard. Mais un système qui tourne en boucle finit par se désaccorder. L'épuisement collectif n'est pas soutenable à long terme, même pour une économie obsédée par la croissance. Le chaos lent porte les germes de sa propre panne. Car à force d'épuiser les esprits, il épuise la matière même qui le nourrit, l'attention humaine. Ce capital-là ne se renouvelle pas indéfiniment. Quand tout le monde décroche, plus personne ne clique. Alors la question n'est plus comment survivre à la distraction, mais comment exister sans se dissoudre dans le flux. Il faudra peut-être réapprendre l'art de l'inutile, lire sans objectif, écouter sans anticiper, créer sans publier, revaloriser l'ennui, la lenteur, l'ombre. Rappeler que penser n'a pas besoin d'être rentable. Parce que si tout devient contenu, plus rien n'a de contenu. Et dans ce monde où la vitesse est devenue notre religion, le simple fait de s'arrêter pourrait bien être le dernier acte de liberté. I wasn't built to break, but I cracked in all the silent ways. 1,000 nights alone, fighting battles no one ever faced. They called me strong like it was praise, but strength is just what pain replays. And every scar I stitched with light, you didn't see, you turned from sight. You saw the ashes, not the blaze. You missed the girl I had to raise. Still standing barefoot in the fire, not by grace, by will, by wire. You want pretty wounds, not war survived, but I've lived more lives than most alive. Still breathing with a silent scream, not a phoenix, I never died, I dreamed. I've been the storm behind the door, the calm they blame when chaos pours. I laughed with blood inside my throat, wrote lullabies while staying afloat. They said you're lucky you look fine, but pain's a language dressed in spine. And I have been but never begged, built empires on a single thread. You saw the silence, not the scream. You missed the force beneath the dream. Still standing barefoot in the fire, not by choice, by need, by fire. You want stories you can frame, but mine are truths you can't rename. Still rising with no parade, not a miracle, just the mess I made. No savior came, so I became the storm, the calm, the holy flame. I am not broken, just alive in ways
the world can't categorize. Still standing barefoot in the fire. No crown, no savior, no empire. But I have breath, I have rage, and I write truth on every page. Still here, still whole, still me, unclaimed. Pensez lentement. Rien que l'expression sonne comme une provocation. Dans un monde où tout doit être rapide, productif et efficient, penser lentement à quelque chose d'indécent. C'est presque obscène, comme si la lenteur intellectuelle relevait de la paresse. Pourtant, c'est sans doute le seul acte encore vraiment subversif qu'il nous reste. Sortir du slow chaos ne consiste pas à fuir la vitesse, mais à réapprendre la profondeur, à retrouver cette densité intérieure qu'aucun algorithme, aucun flux, aucun fil d'actualité ne peut reproduire. Parce qu'on ne guérit pas de la dispersion en s'éloignant du monde, mais en le regardant autrement. Le mot slow est devenu une caricature. On l'a transformé en marque lifestyle, en hashtag qui justifie des tasses de grès et des journaux de gratitude. Mais la lenteur dont il est question ici n'a rien de décoratif. Elle n'a pas de filtre sépia ni de musique ambiante. Elle relève d'un choix radical, celui de la présence. Être lent, ce n'est pas s'arrêter, c'est peser. Peser ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on pense, c'est donner à chaque instant une consistance réelle, au lieu de le survoler à la vitesse d'un scroll. La lenteur n'est pas une question de rythme, mais une densité. Les neurosciences confirment cette intuition. Des études menées par le MIT sur la deep thinking montrent que les moments de cognition lente activent les zones cérébrales liées à la mémoire long terme, à la planification et à la créativité. En d'autres termes, le cerveau pense mieux quand il a le temps de s'ennuyer. La vacuité, loin d'être un défaut, est une condition de l'invention. L'historien des sciences James Gleick a joliment résumé dans Faster, The Acceleration of Just About Everything. Nous avons confondu l'urgence avec l'importance. Ce qui brûle, ce n'est pas toujours ce qui compte. Alors comment réapprendre à penser lentement quand tout est conçu pour nous faire accélérer? Pas avec un manuel de développement personnel ou une appli méditation à 9,99 € par mois. La solution est moins spectaculaire, presque intime. Il faut réintroduire les rituels cognitifs, des micro-actes de résistance contre l'accélération généralisée. Lire sans scroll, marcher sans podcast, écrire sans objectif, ne rien faire de productif avec le silence. Des gestes minuscules qu'on a désappris sont des actes de récupération. Ils nous réinstallent dans le réel, celui qu'on ne peut pas swiper. Marcher, par exemple, pas pour brûler des calories, mais pour que les idées respirent. Excusez-moi de la prononciation, mais Nietzsche écrivait debout, Rousseau composait en marchant, Steve Jobs tenait ses réunions les plus décisives en mouvement. La lenteur du pas est une forme de pensée incarnée. Elle synchronise le corps, l'esprit, rétablit une continuité qu'aucun écran ne peut offrir. Aujourd'hui, on ne marche plus. On se déplace entre deux notifications. Le cerveau reste en ligne, même quand les pieds avancent. Retirer les écouteurs, c'est réentendre le monde, les bruits, les souffles, les micro-moments qu'on avait cessé d'apercevoir. Lire ensuite, non pas pour apprendre vite, mais pour se perdre longtemps. Dans la lecture à l'ère numérique, la chercheuse Marianne Wolf explique que la lecture profonde, celle qui demande un effort cognitif et une immersion prolongée, active un cerveau bilittéraire, capable d'aller au-delà de la simple reconnaissance des mots. Lire lentement, c'est restaurer la profondeur de la pensée critique. Pourtant, le lecteur contemporain a été reformaté. Il zappe les paragraphes, cherche les points clés, lit les résumés générés par IA. Ce n'est plus un acte de découverte, c'est une quête d'efficacité. Résultat, on ne lit plus pour comprendre, mais pour classer. Et puis écrire, pas pour publier, pas pour faire du contenu, juste pour retrouver la continuité d'une pensée qui se construit ligne après ligne. L'écriture lente, celle qui n'a pas de deadline, permet au cerveau de trier, de relier, de formuler. Elle ne sert à rien, ce qui en fait précisément son intérêt. Dans une société où tout doit produire un résultat mesurable, l'écriture gratuite devient un espace de liberté absolue. C'est une zone franche pour l'esprit, un atelier où on peut réfléchir sans public. Mais penser lentement ne se résume pas à ralentir, c'est aussi réévaluer ce qu'on nourrit mentalement. Les informations qu'on consomme, les conversations qu'on entretient, les émotions qu'on laisse entrer, l'attention n'est pas infinie, elle se dépense comme une ressource. Yves Citon l'a écrit. Ce que nous écoutons, lisons, regardons détermine la qualité de notre monde commun.
Prendre soin de son attention, c'est une forme d'écologie. Il faut apprendre à refuser l'inutile, à désobéir à la sursollicitation, à dire non, non pas pour se protéger, mais pour préserver un espace intérieur de lucidité. On pourrait croire que ce retour à la lenteur est une nostalgie, un désir de revenir avant les écrans. Ce serait une erreur. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de lui donner un rythme soutenable, de ne pas se laisser engloutir par ce qu'on a créé. L'humain n'a jamais été fait pour la vitesse constante. Le biologiste Stephen Quartz, dans Cool, How the Brain's Hidden Quest for Cool Drives Our Economy and Shape Our World, montre que notre cerveau associe la nouveauté à la récompense. Plus nous sommes stimulés, plus nous cherchons la stimulation suivante. La lenteur dans ce cadre n'est pas naturelle, elle est un apprentissage, un effort conscient pour redevenir maître de nos impulsions. Ce retour à la pensée lente passe par une revalorisation du vide. Le philosophe coréen Byung-Chul Han le dit dans L'éloge de la Terre. Le monde contemporain a perdu la capacité de la contemplation. Nous sommes devenus incapables de regarder un paysage sans en faire une story. Le vide nous fait peur parce qu'il ne se monétise pas. Pourtant, c'est lui qui permet la profondeur. Sans silence, il n'y a pas d'écoute. Sans vide, il n'y a pas de forme. Penser lentement, c'est accepter l'inconfort, celui du doute, de l'ennui, du non-immédiat. C'est une démarche profondément humaniste, car elle redonne sa dignité au temps vécu. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il faut du courage pour ne rien faire dans un monde qui confond immobilité et échec. Mais c'est peut-être la seule façon de retrouver une clarté qui ne dépend pas d'un écran. Et si on redéfinissait la réussite non pas comme une accélération, mais comme une cohérence? Si la vraie victoire consistait à habiter pleinement son temps. Dans le monde court, moi je m'assois et pour la première fois, j'avance. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est un souffle, un espace retrouvé, celui où la pensée cesse de courir et recommence à exister. Tu vois, le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'on sait tous qu'on va refermer cet épisode pour retourner scroller. On est conscient du piège, mais on y retourne, comme si la lucidité suffisait à nous absoudre. Alors voilà le défi. Et si pour une fois, tu ne refermais pas cette écoute pour replonger dans le flux, mais pour respirer un vrai silence? Pas un silence numérique, un vrai. Celui qui ne demande rien, qui n'attend rien. Pose ton téléphone, ferme les 10 onglets ouverts, regarde autour de toi. Le chaos ne disparaîtra pas, mais il cessera peut-être de t'avaler. Parce que penser lentement, c'est pas refuser le monde, c'est lui résister sans violence. C'est choisir la densité là où tout s'évapore. Et si tu veux un vrai test de courage, ce n'est pas de te déconnecter pendant une semaine, c'est de rester présent dans un monde qui est fait pour t'en distraire. Tu veux savoir où t'en es, mesure ton inconfort face au silence. S'il t'angoisse, c'est qu'il te manque. Si tu arrives à le supporter plus de 30 secondes, c'est que tu commences à reprendre possession de ton propre temps. Voilà, c'est ton moment. Pas celui d'un écran, pas celui d'un algorithme, le tien. Et si cet épisode t'a remué un peu le cortex, c'est que Cappuccino et Croissant a rempli son rôle, te réveiller sans sucre avec une dose d'ironie et un fond de vérité brûlante. Alors ne t'arrête pas là, rejoins la conversation, partage ton chaos, ton silence, ta vision du monde. Tu peux retrouver tous mes projets, mes livres, mes épisodes, la musique sur mon site officiel et sur tous les réseaux Harmonie de Miéville. Abonne-toi au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, là où tu veux pour ne rater aucun nouvel épisode. Et si tu veux aller plus loin, soutiens Cappuccino et Croissant Média en partageant l'épisode ou en laissant un avis. Tu peux aussi faire un petit don pour aider à huiler la machine. Ça paraît anodin, mais c'est ce qui permet au projet de continuer à exister, libre et indocile. Et si tu veux un vrai défi, viens prolonger la réflexion sur mes autres terrains, les livres, les discussions, les sons, tout ce qui relie les neurones et la culture. Ah, et la grande nouveauté de cette année, mon émission live ce dimanche 25 janvier à partir de 21h30 sur TikTok et Twitch. Marque de café. Lien dans la description de l'épisode. Le monde court, nous on s'assoit et on avance ensemble. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Out of the down, the future tastes sad. See you too, baby, baby.